Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Salut à tous, nouvelle semaine qui commence et un nouveau mois aussi, le dernier de l'année, le mois de décembre, lundi 1er décembre 2025, on est ensemble jusqu'à 21h. Chers auditeurs et auditrices, pour parler de quoi? Dans cette émission, on va parler à la Madrid, et oui, qui perd sa place de leader en Liga espagnole. Madrid toujours présent, moins que ça selon certains observateurs du football et observatrices. On va parler longuement de ce club qui est le Real Madrid. Au menu et au programme de cette émission, tout simplement ce lundi soir, on va parler de quoi? On va parler de football africain et de cette fameuse CAN qui fait tant plaisir à tous les amoureuses et les amoureux du football, et oui, de ce ballon rond avec Saïd et son football. Mais qui est Saïd? Saïd El Abadi, le journaliste reporter et aussi féru de podcast. Aïe, il est avec nous, l'auteur de ce magnifique ouvrage aux éditions Face Cachée, l'histoire du football africain. Rien que ça, on va l'avoir avec nous longtemps durant cette émission. Voilà, vous restez donc bien cramponnés à l'écoute de Beurre FM, la magnifique radio. Elle est à vous, cette radio. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec l'invité de ce soir, je le rappelle, Saïd El Abadi, avec son magnifique ouvrage, l'histoire du football africain. On va parler de football africain, de ses nations et aussi de cette CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Rien que ça, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Et on parlera avec Juan José, c'est promis, allez, des autres clubs que la Liga. Il est avec nous, il nous accompagne. Alors on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Et on est avec notre journaliste consultante, Souela. Bonsoir Souela, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien Souela. Tranquillement Souela, juste en face de toi, on va retrouver c'est Tariq. Eh oui, Tariq est avec nous. Salut tout le monde. Et pourtant le PSG a perdu, Marseille a fait match nul et Tariq est bien là, avec nous. Le PSG a perdu sa place de leader. Les 100 et or, c'est ça, c'est Lens. Oui, 21 ans après. Ouais, Marseille a raté le coche. Eh ben, Lens en profiter. J'ai envie de dire comme d'habitude. C'est vrai, comme d'habitude, mais tu as raison. Ouais, que se passe-t-il du côté de Marseille? On sait pas. C'est les montagnes russes, Tariq, hein, tu le disais en plus. C'est Marseille bébé. Ouais, c'est Marseille bébé. Ouais, ben, ça va. Jules, ça va tout ben pour lui, hein. Ah ben oui, ça c'est ça. C'est sûr. Juan José est avec nous. Bonsoir, Juan. Comment ça va? Buenas tardes. Ça va très bien. Même mieux que le Real. Ouais, même mieux que le Real. Aïe. Il va pas si mal que ça. Ah ben oui. Allez, on va découvrir notre invité de ce soir. Time Sport, The Special One. On le rappelle, le magnifique ouvrage aux éditions Face Cachée, l'histoire du football africain avec Saïd El Abadi. Bonsoir Saïd, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Tranquillement. Ça va très bien. Je suis bien. Là, on est là dans le studio de Beurre FM. J'ai l'impression d'être à la maison en fait. Ouais, c'est sympa. Je me sens vraiment bien. Et Saïd, c'est un vrai auditeur de la radio qui est Beurre FM, de cette émission qui est Time Sport. C'est vrai que des fois on tient à balancer les propos de Saïd, hein, les remarques aussi envers nos consultantes, nos consultants, mais c'est vrai, là il est bien là en chair et en os pour nous présenter ce magnifique ouvrage. Avant de parler de cet ouvrage, on va revenir sur le championnat espagnol. On a un supporter des Colchoneros, on va lui passer le bonsoir, c'est juste le réalisateur, c'est Solal. Bonsoir Solal. À tout de suite, j'espère que vous allez bien. 20h 21h sur Beurre FM. Et oui, effectivement, c'est Time Sport qui s'installe, chers amis. On a de la chance des invités de haute classe, de haute voltige ce soir. Et oui, on va pas parler football champagne, mais football champomy. C'est sympa le champomy. Non, mais faut diversifier les plaisirs. Voilà, c'est ça. Très heureux du très bon du côté football français aussi espagnol. On va en parler. On a la chance d'avoir Juan José qui est à nos côtés, chers auditeurs et auditrices, pour vous renseigner au mieux sur ce qu'on a pu voir sur les terrains. Et oui, effectivement, Bilal, la Ligue des Champions, ce n'est pas cette semaine, mais la semaine prochaine. En attendant, on va parler de Liga et de football africain. Exactement. Voilà, c'est ça, et la CAN qui arrive à grands pas avec Mbappé. Mbappé. De l'OM ce soir. Ouais, non, l'OM, on va les laisser tranquilles, tout comme le Paris Saint-Germain. Mais Mbappé, on va pas le laisser tranquille. Est-ce qu'il pourra redresser ce Madrid? Allez, on l'écoute. C'est Saïd. La question, elle vous est posée, Saïd. Kylian Mbappé, On te met dans le bain directement. Alors Mbappé. Mbappé, il est sur une très bonne saison, lui au moins. Lui, au moins, on n'a absolument pas à le critiquer. Ça, à l'heure actuelle, il fait ce qu'il faut. Il est sur sa lancée et je trouve qu'il est encore meilleur que la saison dernière. Par contre, autour, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Ouais, rentre ça patauge un peu autour d'Mbappé. Alors, ça patauge autour d'Mbappé. Alors,
Oui, parce qu'effectivement, c'est une très belle saison pour lui. Déjà, on l'a dit la semaine dernière, il reste quand même le meilleur buteur du championnat espagnol après 14 journées. Il a encore sauvé le Real puisqu'il a égalisé face à Girona, et ce qui a permis de sauver ce match nul. D'un autre côté, effectivement, sur 19 matchs cette saison, il est déjà à 23 buts, toute compétition confondue. Donc à ce niveau-là, effectivement, il sauve le Madrid, et le Madrid a gagné des points grâce à lui. Alors ça patoche, oui, forcément ça patoche. Encore une fois, vous avez vu Ancelotti qui a quitté le Real Madrid, il y a Kroos qui a quitté le Real Madrid, il y a Modric qui a quitté le Real Madrid. Donc il faut reconstruire cette équipe en quelque sorte, avec un milieu de terrain qui est quand même assez jeune par rapport à ce qui était avant avec Kroos et Modric. Pas qu'il manque de l'expérience, parce que Valverde a de l'expérience, mais Arda Güler n'est pas non plus le plus expérimenté de tous les joueurs du Real Madrid. Et puis regardons de près, c'est vrai que ils ont perdu la tête du championnat, ils sont juste un point derrière le Barça. La semaine dernière, lundi dernier, ils étaient juste un point devant. Donc voilà, on n'est qu'à la 14e journée. Alors c'est vrai que la 15e journée, ça va être face au Celta de Vigo, mais surtout c'est le match de la Champions League qui s'approche et qui sera pour le Real le mercredi 10 décembre, où ils vont jouer à la maison face à Manchester City. Donc ça, c'est un vrai match, sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, le Real reste déjà en Champions League, qualifié pour l'instant d'office, puisqu'il est 5e sur les 36 équipes, et vous savez que les 8 premiers sont directement qualifiés pour la phase de la 12e phase de la Champions League. Donc le Real, c'est vrai que ça patoche un tout petit peu, mais c'est normal, nous ne sommes qu'au mois de décembre, 1er normal pour toi, décembre, hein. peut-être que ça fustige les écoutez, Madrilènes. le championnat espagnol est un championnat assez compliqué. Aujourd'hui, vous avez premier le Barça, à un point vous avez le Real Madrid, et derrière vous avez à un point Villarreal, et derrière encore à un point l'Atlético de Madrid. Il y a 4 équipes qui sont sur 3 points. Tu relativises un peu, Juan José. Donc c'est un championnat qui reste assez compliqué, avec 4 équipes qui sont aussi en Champions League, tous les 4, puisque même Betis qui est 5e et Bilbao est en Champions League. Donc c'est compliqué, mais attendons quelques semaines encore, et on verra début février, mi-février, si ce Real récupère ou pas. Entre guillemets, sachant que quand même il y a un match important, c'est mercredi prochain, le 10, face à City, parce qu'une victoire face à City serait pratiquement le Real assuré d'une qualification plus ou moins directe en Champions League. Ça fait sourire Tariq. Mais pourquoi ? Parce que je trouve qu'on manque un peu d'exigence avec le Real Madrid. Moi, par rapport à la saison dernière, mis à part un Kylian Mbappé que je vois beaucoup plus sûr de son football, surtout physiquement, parce que la différence entre la saison dernière et cette saison, c'est le physique qui change. Mais mis à part ça, je vois pas trop d'évolution, surtout dans le jeu. On est toujours remis à des exploits individuels de ces stars, que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit Vinicius ou même Bellingham, qui était bien revenu après sa blessure et que là je vois un petit peu en dedans depuis 2-3 matchs. Et il y a des joueurs qu'on reconnaît pas, on n'arrive pas à reconnaître dans cette équipe, que ce soit Bellingham que je viens de citer, que ce soit l'Arda Güler de ce début de saison, qu'on voyait avoir une bonne relation avec Kylian Mbappé, Valverde que tu as cité, que j'arrive pas à reconnaître moi par rapport à toutes les saisons précédentes. Et moi je trouve qu'on n'est pas assez exigeant avec cette équipe là, et Kylian Mbappé c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et si j'ai un reproche à lui faire, c'est toujours les grands matchs, parce que depuis la saison dernière, mis à part briller contre le FC Barcelone et en 16e de finale contre Manchester City, mais qui était un Manchester City malade, on l'attend dans les grands matchs en fait. Et là j'ai du mal, que ça soit avec le Real Madrid dans son ensemble et avec Kylian Mbappé qui n'arrive pas à ressortir de ce côté-là. Soyez là. Avec aussi Alisson qui nous a rejoint. Madrid. Tout ça, c'est dû aussi au changement d'entraîneur. J'ai l'impression qu'ils ont tous du mal à s'adapter à sa façon de jouer, à sa vision du jeu. Et on lit souvent dans les médias espagnols que le vestiaire a lâché l'entraîneur du Real Madrid. Et je me demande si c'est vraiment... Est-ce qu'ils ont lâché Xabi Alonso, ou est-ce que juste ils n'arrivent pas à se faire à sa façon de jouer, à sa vision de jeu? Est-ce que lui n'arrive pas à faire
le point sur toutes les stars qu'il a au Real Madrid. Je pense que ça, le seul qui avait réussi à le faire, c'était Zidane à l'époque. Il était arrivé à investir plein de stars et il avait réussi à tous les gérer. Là, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu perdus et livrés à eux-mêmes. Ouais. Donc, et on nous dit aussi que peut-être Luis Enrique a déjà été approché. Pardon. À savoir si c'est une intox. Luis Enrique a déjà été. C'est une intox. Ouais, approché. Oui, ouais, une intox. Ouais, c'est selon certains consultants sur des télés étrangères. On peut dire tout c'est vrai. Même en étant consultant. Ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Pour une équipe aussi, comme ça. Tu fais bien de nous rappeler. Pour une équipe comme ça, avec Bellingham, Vini, tout ça, pour moi, l'entraîneur qu'il faut, c'est encore une fois Zinedine Zidane. Ah, Zidane. Ouais, mais peut-être il prendra l'équipe de France, hein. Ouais. Peut-être. Ouais. Mais s'il prend pas l'équipe de France. On va savoir. La maison Merengue, Alisson, elle en pense quoi? Eh oui. Madrid, Mbappé. Je m'accorde un peu avec Souila. Je pense que c'est le système de jeu et ce que Xabi Alonso met en place qui pose difficulté au Real Madrid aujourd'hui. On sait que il a changé un peu tactiquement cette équipe. Il a fait énormément bouger. Xabi Alonso depuis le début de la saison, je ne sais pas s'il a aligné 2 fois le même 11 d'affilée d'un match à l'autre. Donc je pense que lui-même est un peu perdu avec son effectif, avec ses joueurs et les qualités intrinsèques de ses joueurs. Pour reprendre par exemple le cas Bellingham, on a vu que l'année où il était venu, il n'y avait pas de numéro 9 à Madrid, et pourtant Madrid a soulevé cette Champions League, mais par contre on avait un faux numéro 9 et un soutien de l'attaquant qui s'appelait Jude Bellingham et qui marquait énormément. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu que le milieu du Real Madrid et qu'il a été longtemps blessé, on ne sait plus où le placer, Jude Bellingham. Est-ce qu'il doit revenir justement dans ce milieu? Est-ce qu'on doit le repousser vers l'avant parce que justement il peut jouer en soutien de l'attaquant et il a cette facilité à se projeter vers le but et aussi à marquer? Sauf qu'aujourd'hui on a un numéro 9 qui s'appelle Kylian Mbappé qui lui plante des buts, et sur les côtés on ne sait pas si on doit faire jouer Rodrigo. Quand Rodrigo joue, ça ne fonctionne pas. Kylian Mbappé, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Tchouaméni, pour moi, il a été bon jusqu'à présent, en tout cas beaucoup mieux que la saison dernière où il était utilisé majoritairement en défense centrale. Et on a aussi la défense qui pose un problème sur le côté. Trent Alexander-Arnold, pour moi, je le trouve très mauvais. Pour l'instant, défensivement, ça reste très limité. Offensivement, je trouve qu'il apporte pas grand-chose non plus. Ensuite, on a le cas Valverde. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? On sait pas trop. On sait pas trop si Rudiger, à quel niveau maintenant il est. Militao, est-ce que c'est complémentaire? Donc, je pense que sur toutes les lignes, vraiment, à Madrid, on a vraiment un problème. On attendait le Xabi Alonso de Leverkusen, qui était grand tacticien, qui savait faire des changements tactiques au cours des matchs. C'est ce Xabi Alonso-là qu'on attend à Madrid, et c'est ce Xabi Alonso-là, justement, qu'on n'arrive pas à trouver pour l'instant. On sait que Madrid, ça aime jouer en 4-3-3. Mais le 4-3-3, on l'a pas forcément retrouvé jusqu'à présent. Donc, on va laisser du temps à Xabi Alonso. C'est pas facile non plus d'arriver au Real Madrid, déjà dans un Real qui va bien. Alors là, il arrive dans un Real en crise. Laissons-lui du temps, laissons-lui le temps de travailler, de performer aussi, que ses joueurs reprennent un peu de confiance, par exemple à l'instar de Vinicius, qui reprennent de la confiance, qui reprennent un peu de galon, et on verra ce que ça va donner d'ici à la fin de la saison. On va marquer une courte pause. On va revenir rapidement, rentrer aussi avec toi sur Madrid, et on découvrira aussi ce football africain tant attendu par les auditeurs de Beurre FM, les auditrices, avec notre invité de ce soir, Saïd Al-Abadi. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et vous êtes de retour à l'écoute de Beurre FM, 20h16. Et c'est assez rare, d'avoir Alisson et aussi Souela sur un même plateau. Voilà, la jante féminine, ça fait plaisir, Juan Rosé. On met en avant, il faut, bien sûr. En plus, elles disent de belles choses comparé aux garçons. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On est presque d'accord tous les deux. C'est pas moi qui le dis, c'est les auditeurs. On reçoit les messages sur les réseaux sociaux. Même quand Alisson et moi, on n'est pas d'accord, on ne dit pas des choses. Des dingueries, quoi. Comme certains. C'est bien ça. Moi, personnellement, quand j'annonce des choses, elles se réalisent. C'est vrai. Avec Neymar. Neymar à l'époque. À Paris, c'est vrai. Elle a annoncé Neymar. On avait annoncé en mars. C'est vrai. À l'époque, le 01 53 48 3000. On retourne du côté de Madrid avant de retrouver notre invité de ce soir, qui n'est autre que Saïd Al-Abadi. Time Sport, la parole des sociaux. On t'écoute, Juan. Juste pour préciser 2 petites choses. Donc, je disais, c'est vrai qu'on est souvent d'accord avec Alisson. Sur le cas Xabi Alonso, il faut juste se souvenir ce qui a été la première et la deuxième saison de Xabi Alonso du côté de Leverkusen.
on lui a fait confiance et on sait quelle a été sa dernière saison à Leverkusen. Donc, comme il a réussi à transformer cette équipe. Donc, je disais tout à l'heure, il y a Ancelotti qui est parti, il y a des cadres du Real qui sont partis, et il y a des nouveaux qui sont arrivés. Il y a Mastantuondo, un nom très compliqué, qui est là, mais qui a pratiquement joué 12 des 14 matchs avec Liga avec le Real. Il y a Arda Güler, on est pareil. Alors, c'est des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui, pour certains, Arda Güler était déjà, mais pour certains, n'avaient pas beaucoup de matchs, et qui ont réussi, enfin, qui sont en train d'apprendre aussi à jouer avec le Real Madrid. Donc il faut laisser le temps à Xabi Alonso. C'est vrai que Real Madrid, c'est compliqué de laisser le temps parce que les grands clubs n'ont pas le temps et c'est la réalité, mais c'est pour ça, attendons voir comment ça va se passer à partir du mois de février. On sait que le Real doit lutter pour le titre en Espagne, c'est obligatoire. On sait que le Real doit se retrouver des préférences dans le dernier carré en Champions League, et si tu n'es pas dans le dernier carré, et si tu es relégué à la 3e place ou à 10 points du Barça en Liga, à ce moment-là, tu n'as pas réussi effectivement ton championnat. En tout état de cause, je pense que ce Real va se reprendre parce que ils sont préparés pour être au mieux de sa forme un peu plus tard, c'est au mois de février, mais aussi parce qu'effectivement, il faut quand même intégrer le jeu de Xabi Alonso qui est quand même sur certains aspects assez différent de celui qui était proposé par Ancelotti. Ouais, ça y est, d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a le temps là pour justement le laisser ça va, deuxième à un point du FC Barcelone, quasiment qualifié s'ils font pas un mauvais résultat contre City, assuré quasiment d'être dans les 24 premiers, c'est pas fou. Enfin, c'est pas dégueulasse non plus, ça va. Exactement, donc c'est pour ça que je me dis pourquoi autant de pression sur le Real Madrid? Parce que c'est le Real Madrid. Oui, parce que c'est le Real Madrid. Mais comme le disait Juan, ils viennent de changer d'entraîneur, il y a des cadors qui sont partis, il y a des nouveaux qui sont arrivés, la reconstruction bien sûr. Aussi. Mais c'est une reconstruction et il faut ça prend le temps. Ouais. Moi, en fait, j'y crois pas trop. C'est pas que je ne crois pas en Xabi Alonso, c'est que je ne crois pas au temps qu'on va lui laisser, parce qu'il y a une gestion qui est beaucoup trop politique au Real Madrid en ce moment, avec la gestion des stars. Et tu parlais des jeunes, que ce soit par rapport à Mastantuono ou par rapport à Arda Güler. Malheureusement, quand tu es obligé d'intégrer et tu peux pas mettre dans la rotation, par exemple, un Jude Bellingham ou le changer de poste, et les deux, pour moi, jouent au même poste. Et quand tu vois qu'un Arda Güler était très bon en début de saison, et malheureusement avec le retour de Jude Bellingham que tu ne peux pas balader à droite à gauche, ça te met Arda Güler dans une position de faiblesse. On le voit faire des mauvais matchs ces derniers temps, et je pense que malheureusement il y a une gestion politique dans son système de jeu et dans son 11 de départ qui va lui porter défaut, et je doute qu'on lui laisse énormément de temps et qu'on lui laisse autant de pouvoir que ça, que de sortir un Vinicius par exemple. On a vu ce que ça a donné il n'y a pas très longtemps. Un Jude Bellingham, on le voit même dans ses changements, c'est très compliqué pour lui de faire des changements en plein match, de sortir que ça soit un Vinicius, un Mbappé ou un Jude Bellingham ou un Valverde ou autre, sans que ça fasse la une des journaux après plus tard et que ça fasse des polémiques. Mais est-ce que ce n'est pas le même cas au PSG? Ce n'est pas le même cas au Barça? Est-ce que ce n'est pas le même cas? On a vu Luis Enrique. C'est-à-dire que les grands clubs, c'est comme ça, malheureusement. C'est des coachs qui sont obligés, pour moi, de s'imposer en se disant, mais je vais pas avoir peur de mettre ce joueur sur le banc. Je suis pas d'accord. Si j'estime que là, il est fatigué, ou si j'estime qu'il faut le sortir, je vais le sortir et je vais prendre mon rôle de coach. On a vu Enrique arriver, mettre Mbappé sur le banc. On a vu Zidane mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. On a surtout vu un Luis Enrique qui s'est débarrassé de Neymar, qui s'est débarrassé de Verratti, qui n'a pas forcé pour une prolongation d'un Kylian Mbappé, qui n'a pas mis Kylian Mbappé dans les grands matchs sur le banc. Est-ce que ça a fait du mal au PSG? Non, justement. Le contexte, comme elle le dit Alison, le contexte est différent. Et là, encore une fois, Xabi Alonso, il vient d'arriver. Il doit s'imposer avec ses joueurs, il doit s'entendre avec ses joueurs, il doit faire son rôle de coach, entre guillemets leader de cette équipe. Et il doit faire des choix. La réaction de Saïd. Allez. Je suis un peu d'accord sur la gestion, etc., qui est assez complexe au Real Madrid, et ça c'est une évidence, on le sait dans les grands clubs. Mais après, il y a un avantage peut-être pour le Real Madrid cette saison, c'est qu'en vrai, le rival, ou même le voisin rival avec l'Atlético, si on veut, c'est pas des cadors cette saison. Et c'est peut-être la chance aussi de Xabi Alonso, c'est que, en fait, oui, il y a les critiques, il va falloir construire, etc., mais derrière, le FC Barcelone, c'est pas non plus la machine de guerre qu'on a connue, etc. Donc ils vont pas prendre 10 points d'avance tout de suite.
Et je suis même pas sûr qu'ils vont prendre ces 10 points d'avance. Donc c'est peut-être la chance de Xavi Alonso de continuer à construire en disant moi je suis encore là, je suis là, on est à 1 point, parfois je vais reprendre la tête, parfois je vais la reperdre, etc. Donc il va continuer à pouvoir travailler tranquillement. Après, là la grosse difficulté, et ça vous l'avez tous très bien dit, c'est que la gestion de l'effectif, c'est le plus dur. C'est qu'en fait, il est arrivé dans un vestiaire où c'est presque tous des sénateurs. En fait, ils avaient leur habitude. Et lui, il a une gestion. Il était au Bayer Leverkusen avec des jeunes aussi. Donc c'était aussi plus facile de manier ces jeunes, d'imposer son style. Donc voilà, va falloir booster un petit peu, va falloir les faire bouger. Il l'a déjà fait avec Vinicius, ça a fonctionné un peu. Un Militao, ça fonctionnera peut-être à un moment, etc., etc. Peut-être que dans tout ça, à un moment donné, ça lui permettra de trouver la bonne formule. C'est vrai. Après, pour moi, là où il a pas, là où il a pas de chance, c'est que il arrive et ça a pas été. Xavi Alonso, ça a été un très grand joueur, mais ça a pas été une légende pour les joueurs qui coachent actuellement. À l'époque, Zidane, quand il arrive au Real, il rentre dans le vestiaire, tout le monde se lève pour lui serrer la main, tout le monde veut jouer pour Zidane. Là, ils sont pas fans du joueur et après, ils découvrent. C'est pas personne, Xavi Alonso quand même. J'ai dit que justement c'était pas personne. Didier Deschamps n'était pas. Je ne le était un leader, mais n'était pas non plus. C'est pas pareil. C'est vrai. Je ne descends pas Xavi Alonso. J'ai dit on peut pas lui enlever sa carrière de joueur, mais c'est pas Zidane. Quand il arrive au Real, il met pas des étoiles dans les yeux de ses joueurs. C'est pas le même charisme. Voilà, Zidane, il arrive au Real, il a mis des étoiles dans les yeux de Ronaldo. Il est oublié Real Madrid, il a été joueur pendant aussi Real Madrid. Il a un attachement au club qui est réel, il aurait pu venir avant, mais il voulait respecter son contrat avec le Bayer Leverkusen, donc il n'est pas parti avant. Donc quelque part, effectivement, Florentino était derrière lui, justement pour remplacer Ancelotti. Une grande maison. La question s'est posée, et je pense que quelque part tout le monde comprend qu'il soit aujourd'hui l'entraîneur, mais laissons-le encore quelques. On va laisser le temps à ce Real Madrid. Bien sûr. On va laisser le temps pour connaître le Real en tant qu'entraîneur. Et on reviendra très très vite sur cette Liga. Place à l'invité de ce soir. Time Sport. The Special One. Et oui, c'est Saïd El Abadi, notre invité ce soir, qui présente l'histoire du football africain, Alison. Une plongée dans l'histoire réelle, sportive, politique ou encore sociale, à travers le continent africain et aussi à travers le ballon rond. Justement, il est avec nous ce soir. Il tombe à pic, le livre. Et oui, c'est vrai, aux éditions La Face Cachée. Mais vraiment, il tombe à pic, Saïd. Et pourquoi donc ce livre? Parce que nous, on est heureux d'avoir ce livre. Eh ben justement, pour que les gens soient heureux, parce que justement, moi, ça fait des années et depuis toujours que je suis un fan de foot, évidemment, mais surtout du continent africain. Et en fait, je me suis rendu compte depuis plusieurs années qu'en allant fouiller à la bibliothèque, en librairie, etc., en fait, on n'a pas ce genre de bouquin. Et je trouve ça dommageable parce que, le continent africain regorge d'histoires passionnantes au niveau du football et même dans son histoire globale. Et on a énormément de diaspora en France qui viennent de l'Afrique. Et c'est dommageable, en fait, de ne pas avoir, justement, cette histoire à leur fournir. Alors moi, je me suis dit, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais écrire ça et donner plusieurs informations dans cet essai historique où je parle globalement, chronologiquement du football africain, de son arrivée sur le continent africain. En parlant d'histoire et en parlant des colonies, tout simplement, parce qu'il est arrivé à l'époque des colonies. Et ensuite, je fais un topo historique, mais je vais pas spoiler toutes tes questions. Non, bien sûr, on va essayer, bien sûr, on va essayer. Souela, Alison et Tariq avec Contre-C. Tu as écrit le livre que tu aurais voulu lire. En fait, c'est exactement ça. Merci Souela pour la question, parce que ça aussi, quand on écrit un livre, parfois on peut vite se lancer dans une sorte d'encyclopédie et ça peut être fatigant à lire. Et forcément, moi, je lis quelques livres, mais dès qu'un livre m'ennuie, ou ça ne va pas au but, ou c'est long, etc., je le ferme. Et là, j'avais envie de quelque chose. C'est du football, mine de rien. Il y a de l'histoire, mais c'est du football. On a envie d'apprendre des choses rapidement, d'aller droit au but, pour certaines. Voilà. Il a entendu droit au but, il a levé la tête direct. Oh là là. Donc c'est donc ça. Dès que t'entends droit au but, tu lèves la tête. Et l'idée, c'était de l'écrire simplement, comme je vous parle là aujourd'hui à tous, pour que ce soit compris des plus jeunes aux moins jeunes, parce que c'est vrai que malheureusement, un livre aujourd'hui, ça se vend peut-être un peu moins. Les jeunes vont lire un peu moins. Mais là, j'ai envie de leur donner envie d'apprendre des choses sur leur histoire et sur l'histoire du foot africain. Du football africain. Juan-José, il y a beaucoup de réactions. Tariq, Alison, Juan-José, on vous écoute. Tu viens de dire que tu as écrit ce livre simplement, mais j'ai cru voir que tu as mis 5 ou 6
6 ans à écrire ce livre. Comment ça se fait autant d'années? Et déjà, il y a une première chose, entre guillemets, on va dire, qu'il faut combattre, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment légitime à écrire un livre, à raconter l'histoire du football? Voilà, tu te retrouves face à... On t'encourage, on te dit fonce, mais c'est ton premier livre et tu dis mais pourquoi moi en fait? Et j'ai longtemps lutté, pourtant j'avais déjà commencé mes écrits. Et pourquoi pas? Et en fait on me dit mais Saïd, tu viens de le dire toi-même, tu suis le foot africain, t'es d'origine africaine, je suis d'origine marocaine. Je suis depuis des années le football africain. Mais pourquoi t'es légitime? Et je l'ai entendu de plusieurs personnes, pas d'amis, de spécialistes ou autres que j'ai eu en interview en Afrique, etc. Et du coup, je me suis lancé. Et là, à force de faire des interviews à droite à gauche, il faut vraiment prendre le temps justement pour aller faire ces interviews du continent en général, parce que t'as envie d'aller au Maghreb, t'as envie d'aller en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud. Il y a un peu le côté anglophone, francophone, hispanique, etc. En Afrique, c'est très particulier. Donc il faut aller regrouper un peu toutes ces informations et ensuite le temps de dérocher les interviews qui prennent 4 heures, 5 heures parfois. Et tu lances un sommaire et tout ça met énormément de temps, mais voilà, je suis content d'avoir mis autant de temps au final. Ah ben nous aussi. Il est avec nous, Saïd Al-Abadi et son ouvrage aux éditions Les Faces Cachées. Oui, Juan José, on t'écoute. Oui, l'histoire du football africain. Il y a une question sur le football africain. Il n'est pas homogène, bien sûr, comme l'européen ou le latino-américain n'est pas homogène en soi. Il y a de nombreux pays, de nombreuses façons de comprendre le jeu et de le développer. Mais nous, les Européens, grosso modo, à quel moment on découvre le football africain? Moi, j'ai une image, c'était les années 90, c'était le mondial, je crois, aux États-Unis, c'était le Cameroun, c'était Roger Mila. 90 en Italie. En Italie. Voilà, donc, effectivement. Et j'ai l'impression que nous, on découvre en Europe la réalité du football africain par ce biais-là, par le biais du mondial. C'est vrai, c'est à partir de là. Et comment justement ce football s'est développé? Parce qu'après il y a eu le Sénégal, il y a eu la Côte d'Ivoire, donc il y a eu un certain nombre de pays qui ont marqué les Coupes du Monde. Mais jusqu'à 90, effectivement, c'était pratiquement inconnu pour nous. Alors moi je. Vas-y, Souela, fait partie de l'équipe de Saïd. J'ai l'impression, vas-y, Souela. Par rapport à ce qu'il dit, par rapport à 90, le Cameroun, tout ça. Mais il faut pas oublier que le football africain, il a été mis aussi en avant en 82. Ouais, en 82. Ça a quand même permis de changer. Oui, mais c'était pour une autre raison. On a remarqué que Souela est supportrice de l'Allemagne. Ça a changé les règles du football. Ça a changé les règles du football. De l'Algérie. Ouais, c'est ça. Pour moi, voilà. On a sous-entendu que tu étais supportrice de l'Allemagne. Un gros passage. Ça aide justement. Et sportivement parlant, la réaction de Saïd. Vos deux réactions sont excellentes. Pourquoi? Parce que oui, 90, et en plus cette Coupe du Monde en Italie, elle a marqué les esprits. Maradona, etc. Roger Mila, je vois très bien l'image quand il marque son but et qu'il va danser. C'est cette image-là. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 82, tu as également raison, avec ce match de la honte. Justement, Allemagne-Autriche qui a modifié les règles du jeu. Pourquoi? Parce que du coup, ce match a permis aujourd'hui, vous le voyez tous maintenant, un match de groupe, les derniers matchs de groupe se jouent toujours en même temps. C'est vrai. Pour qu'il puisse pas y avoir de triche. Il n'y a pas de triche. Mais bien sûr. C'est également ça. Mais il y a aussi eu en 90 un changement de règles grâce à l'Égypte. Parce que l'Égypte, à l'époque en 90, on pouvait redonner la balle à son gardien de but et il la prenait de la main. Et il y a eu un match particulier où l'Égypte a cherché à avoir un match nul contre l'Irlande. Beaucoup de passes en retrait et on a dit bon, c'est de l'anti-jeu quand même. Et ce match a appuyé l'idée de stop, enfin la loi même, on arrête de faire la passe en retrait, de prendre la balle. Pour revenir à ta question, alors, en fait c'est par période. Pourquoi? Parce que oui, 90, l'Europe a découvert, mais on peut remonter aux années 30. Les années 30, il y a beaucoup de grands joueurs africains qui sont arrivés sur le sol européen. Bien sûr. Je vais t'en citer deux. Raoul Diane, Sénégalais qui est parti jouer avec l'équipe française, parce qu'à l'époque, il y avait des équipes en Afrique nationale qui ont commencé à se développer, mais qu'elles ne pouvaient pas jouer à haut niveau. Donc elles jouaient souvent contre les équipes B européennes, etc., etc. Et un autre joueur, Larbi Ben Barek. Larbi Ben Barek, Pelé a dit de lui, moi si je suis le roi du football, lui il en est le dieu. Bien sûr. Ce mec-là a joué à l'Atlético Madrid notamment. Et elle a joué très grand joueur. À Marseille. Il a joué à Marseille. Pour Solal. Bien sûr, il faut parler. C'est que chronologiquement parlant, l'Europe a découvert au fur et à mesure le football africain. Peut-être plus en 90, parce qu'avec la télévision, il y avait les matchs qui étaient diffusés un peu plus, etc. Donc oui, peut-être à partir des années 90. Mais dans l'ère du temps, on a découvert au fur et à mesure le développement du football africain. Et c'est vrai qu'on va aller encore plus loin, mais
peut-être encore un peu plus au niveau des années 94 avec la Coupe du Monde aux États-Unis et surtout 2 ans plus tard les Jeux Olympiques à Atlanta où le Nigeria remporte ces Jeux Olympiques avec une équipe de rêve avec Okocha, Kanu, etc. Donc oui, on peut dire que les années 90, l'Europe et même le monde entier a découvert le football africain, mais il faut pas oublier qu'avant il y a eu quand même quelques petites découvertes. C'est vrai, il y en avait beaucoup. Oui. On t'écoute, Alison. Le football africain. Justement, le football africain. On va parler aussi de la CAN 2025. Tu parles justement de la découverte du football africain par les Européens, enfin de manière assez coloniale. Est-ce que tu n'as pas eu peur justement de mettre les pieds dans ce sujet-là, parce qu'on voit que effectivement on peut pas passer à côté, mais quand on parle finalement de l'Afrique, on décrit un livre qu'on va parler justement, qu'on va fouiller à ce niveau-là de la colonisation. Est-ce que toi, quand tu t'es dit je vais écrire ce livre-là et que je vais revenir sur cet aspect-là qui est un aspect non négligeable, est-ce que tu t'es posé la question sur est-ce que je dois faire l'impasse parce que je peux peut-être heurter certaines sensibilités, ou est-ce que c'est quelque chose que je ne peux pas nier, il faut que je mette en avant pour pouvoir justement mettre en avant cet aspect-là pour les gens qui ne le savent pas? Non, c'était hyper important pour moi de le mettre. Mais réellement, il n'y a pas eu de sujet en se disant non, je vais zapper. Parce que en fait, déjà, de toute façon, c'est indissociable. Quand je parle d'histoire du football africain, c'est que l'histoire du football africain, elle grandit en parallèle avec l'histoire du continent. Quand je dis que le ballon rond est arrivé avec les colonies, c'est un fait. Ouais. C'est qu'à l'époque, c'était surtout les anglophones qui l'ont amené en Nigeria et en Afrique du Sud. Et on jouait au football et les populations locales regardaient autour et n'avaient pas le droit de jouer. C'est un fait, c'est comme au travail à l'époque. On se mélangeait pas, etc. Les blancs avaient la possession, etc., etc. Et voilà. Et en fait, c'est pareil. Donc, c'était aussi bien d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il y a aussi le mouvement de l'indépendance des pays. Ouais. Et le mouvement de l'indépendance des pays, elle est aussi utilisée avec le football. En fait, quand tu as la création de la CAF, la Confédération africaine de football, qui a lieu dans les années 50, c'est aussi un mouvement panafricanisme et qui permet justement aux pays d'adhérer à la CAF et de pouvoir s'émanciper, de demander leur indépendance. Parce que quand tu intégrais la CAF et donc la FIFA, ça te permettait d'avoir ta sélection qui était reconnue et donc de pouvoir évoluer dans des grandes compétitions internationales et de dire regardez, je suis indépendant, au revoir les colonies, ces choses-là. Donc c'était indissociable et c'était hyper important. Si ça heurte des gens, c'est l'histoire. C'est ce qu'on a. En fait, je n'ai pris que ce qu'on apprend dans l'histoire. Quand on est à l'école, on apprend la décolonisation, les colonies, etc. Et c'est aussi ça qui était important pour moi parce que c'est un livre de foot, mais c'est un livre d'histoire et ça permet à tout à chacun d'en savoir encore un peu plus sur cette histoire. On n'associe pas forcément le football avec la colonisation. C'est pour ça que c'est important. Et alors que c'est important parce que quand on dit une vraie histoire, justement, quand on dit que le football n'est pas politique, c'est faux. Il est politique. Et je crois qu'à travers le livre, c'est là où justement je vais en venir de cet aspect très politique du football en France. On n'aime pas en parler. On dit qu'il faut dissocier la politique du football, alors que moi, à titre personnel, j'ai tendance à dire que football et politique c'est très lié, mais ça l'est encore plus en Afrique. Et on sait que par exemple, moi je vais prendre l'exemple de la République démocratique du Congo. En 1974 au mondial, il y avait Mobutu qui était au pouvoir et on sait ce qui s'est passé, grève, parce que la grève n'était pas payé, ça s'est soldé par des 9-0 contre l'ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution entre ce millimélo, entre la politique et le football africain, où on est encore en plein dedans? Par exemple, tu parlais de la CAF et la FIFA qui pour moi sont millimélo très liés avec certains dirigeants, etc. Donc est-ce qu'on va vers une évolution positive ou on y est encore en plein dedans? Alors, Saïd Alabadji, notre invité ce soir, parce qu'à mon avis la réponse ça va être très très longue. On va revenir, c'est la dernière pause. Non vraiment, on va le couper, on va faire une dernière pause et on reviendra sur justement l'évolution du football africain. Vous restez à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, on revient rapidement. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h40. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Et oui, ça mange bien aussi, c'est tranquillement pendant les pauses. C'est assez sympa. Histoire du football africain. On va pas oublier la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Oui, c'est assez près du continent européen. On a eu cette vague de supporters du vieux continent qui vont dépasser les frontières pour aller regarder
regarder ces matchs-là concernant cette CAN 2025 au Maroc. On est en compagnie d'Alison, de Souelan, journaliste consultant, de Tariq aussi, qui nous fait le privilège de nous assister ce lundi soir, début de semaine, et Juan Trocé, et aussi avec l'invité Saïd Al-Abadi. Allez, on revient avec Saïd. Time Sport, le mode pressing. Aux éditions Face Cachée, l'histoire du football africain, rien que ça, avec la question d'Alison, et on va écouter la réponse de Saïd. On l'écoute, Saïd. Déjà, je voudrais dire merci à Soueila parce que franchement, elle régale et on donne les coulisses quand même. Merci pour cette invitation. Voilà. Voilà, c'est super. Saïd, on écoute. Alison, donc. Super question et j'adore parce que en fait cette anecdote sur Mobutu et la RDC, enfin le Zaïre, elle est exceptionnelle parce que pour finir même son anecdote, c'est que après cette Coupe du Monde, cette époque-là du Zaïre, c'est une génération dorée. Moulamba à l'époque, il gagne, il est meilleur buteur d'une compétition, d'une CAN, il met 9 buts. Aujourd'hui, pour vous dire, personne n'a encore mis 9 buts dans une seule CAN. On a eu Eto'o, Drogba, etc. Personne n'a réussi. Donc voilà. Et après cette Coupe du Monde, il décide d'arrêter de mettre de l'argent parce qu'il mettait énormément d'argent dans l'équipe nationale. Il prêtait même son jet, etc., enfin son avion privé. Et il dit, le football c'est terminé, j'arrête. Mais Mobutu, il était très très bon déjà en soft power. Il est resté dans le sport. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? À l'époque, il y avait Georges Foreman en boxe qui était champion du monde. Et Mohamed Ali décide de ressortir de sa retraite et veut combattre. Et lui demande à Don King à l'époque, le grand promoteur, d'organiser le combat à Kinshasa, Rebel in the Jungle. Vous connaissez la suite. Donc, merci Alison d'avoir pu parler de ça. Et pour répondre au reste de ta question, alors aujourd'hui, on a toujours ce petit côté. C'est vrai qu'on appelle ça le soft power maintenant pour un peu arrêter de parler de politique en ce terme-là. Mais il existe toujours. Et c'est marrant parce qu'on voit deux manières de le faire. On a le soft power assez cool où on développe un peu la partie football pour montrer qu'on a de belles infrastructures, de belles choses, etc. Ce que fait très très bien le Maroc à l'heure actuelle avec de belles organisations et ça lui permet d'accueillir prochainement la Coupe du Monde 2030. Mais on a aussi le soft power utilisé pourquoi ? Pour se donner peut-être une meilleure image. Un peu au Rwanda par exemple. Au Rwanda c'est ce qu'on a. Il y a quelques années au Rwanda c'était la guerre et encore à l'heure actuelle avec ce qui se passe en RDC c'est assez compliqué. Le président utilise justement le sport à des fins politiques évidemment mais pour montrer patte blanche et montrer que tout va bien et que je suis quelqu'un de bien entre guillemets et voilà et ça passe par là, ça permet au Rwanda d'avoir un peu plus de légitimité. Ça organise les championnats du monde de cyclisme dernièrement, ce qui n'était jamais arrivé sur sur le continent africain. Ça va postuler pour organiser pourquoi pas des CAN à venir, etc. Donc il y a toujours ce côté soft power politique qui existe évidemment et moi, ce que j'aime appeler maintenant et ce qu'on appelle dans le livre, c'est la sportocratisation. Alors, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on mélange à la fois politique, économie et sport. Et c'est ce qui fonctionne à l'heure actuelle en Afrique. Mais on dit l'Afrique, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Afrique, mais le monde entier utilise la sportocratisation. Et les premiers, évidemment, ce sont les États-Unis depuis toujours. Donc tout le monde l'utilise. On met un peu plus l'accent sur l'Afrique parce que peut-être que c'est un nouveau mouvement, etc. Voilà, ça se voit un peu plus avec les dirigeants, entre guillemets. Mais ça a toujours existé. Juan Trocé. J'ai juste une question que tout le monde se pose. J'espère que j'ai bien répondu. Bien sûr. Mais il y a une question que tout le monde se pose, c'est certain, c'est sur la question des binationaux. Des binationaux. Donc, deux parties. La première partie, en quelle mesure les binationaux ont aidé justement à ressurgir, faire éclore le football africain au niveau mondial. Et deux, on a connu des cas par le passé. Aujourd'hui, Lamine Yamal a préféré l'Espagne, mais Hakimi, qui est espagnol, né à Madrid, a préféré jouer le Maroc, avec le Real Madrid. Mais je souhaiterais quand même un petit mot sur les cas de Mounir El Haddadi, qui avait joué 10 minutes avec l'équipe d'Espagne en 2014 et qu'il a entamé à la Bowman, il a entamé une lutte justement pour pouvoir jouer avec le Maroc par la suite, ce qu'il a réussi puisque en 2021 il a joué son premier match avec le Maroc. Donc le rôle des binationaux et justement comment la législation a avancé avec le cas des Mounir. Alors les binationaux c'est très intéressant parce que justement pendant une énorme période
là, ça se calme un petit peu, mais pendant une énorme période, ça a permis au football africain et surtout à des nations, notamment le Maghreb. Faut pas se leurrer, c'est surtout le Maghreb qui a utilisé énormément les binationaux. Pourquoi ? Parce qu'ils formaient moins de joueurs. Ce n'est pas une critique, c'est les faits. C'est-à-dire que le Maroc et l'Algérie et la Tunisie, peut-être à moindre même la Tunisie, parce que c'était surtout le Maroc et l'Algérie qui allaient chercher les binationaux, parce que justement dans leur championnat il y avait moins de niveau et ça forcément il n'y avait pas de grands joueurs qui sortaient. Donc l'idée c'était d'aller chercher les meilleurs joueurs à l'étranger, et malheureusement il y a eu des dérives totales parce qu'on est parti chercher des joueurs, presque on les suppliait de venir, et on trouvait parfois une grand-mère qui avait une origine, etc. On va pas citer de nom de certains joueurs, mais c'est un peu ça. Et c'était dommage. Et c'était dommage. Et de ces dernières années, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une politique qui a été mise en place dans énormément de pays. C'est maintenant, on va arrêter un peu ça. On va former nos propres joueurs. Et l'objectif, à terme, il y a encore des binationaux, évidemment, mais à terme, c'est d'avoir plutôt maintenant 70 voire 80% de joueurs formés au Maroc, en Algérie, dans les pays locaux, et prendre quelques binationaux. Énormément commencent à le faire. On s'est mis au travail. Les RDC commencent à le faire très bien. On a le meilleur joueur, on parle de Chancel Mbemba en France, etc. Mais Fiston Mayoulou est le meilleur joueur de la RDC. Et les locales. Et les binationaux, il y a la mentalité qui a changé chez certains, puisque ces dernières années, là on voit le cas d'Hakimi, Achraf, qui se pose la question, né en Espagne, qui a débuté, qui a été formé en Espagne, mais qui a décidé. Donc il y a un changement de mentalité, parce qu'on se donne les moyens aussi avec les binationaux. Il y a une double cause. Avant de parler de la CAN, ils se sont rendus compte aussi que moins de place en équipe de France par exemple, ou en équipe d'Espagne, etc. Et ils se sont aussi rendus compte, et c'est ça qu'il faut souligner, parce qu'on ne le souligne pas assez en fait, c'est que le niveau des sélections africaines a énormément augmenté. Et c'est ça, parce que parfois on dit il apprend à contre-cœur, etc. Il vient. Non, maintenant beaucoup. Alors on a encore quelques cas, et Alisson sûrement me dira dernièrement j'ai eu des Congolais qui ont voulu venir, etc. Pas mal, hein. Mais il faut dire, et il faut le souligner, le niveau du football africain s'est énormément développé. Les infrastructures, l'encadrement, parce qu'on parle pas souvent, on parle du niveau de jeu. Alors, tout le monde parle de cette demi-finale du Maroc, etc. Mais il faut pas l'oublier. C'est que les staffs techniques travaillent beaucoup mieux. Que ce soit en Algérie, en Tunisie, etc. Maintenant, ce n'est plus. Des fois, il y avait des anecdotes bêtes. Par exemple, on est arrivé en sélection, on n'avait peut-être pas de chasuble, c'était un peu à l'arrache, etc. Maintenant, c'est encadré. On a un ostéo, on a un vrai staff technique, on a un suivi, etc. Et partout, tout est fait pour bien accueillir ces gens-là, ces joueurs-là. Et justement, maintenant, ils n'hésitent plus et ils veulent tous venir. Et maintenant même, ce qui est bien, c'est que ce sont les sélections parfois qui hésitent à recruter ces types de joueurs. Donc c'est ça qui est bien. C'est l'idée. Et pour revenir sur Mounir, je vais essayer de faire rapide, mais ça a permis, Mounir au final, il a fait 3 matchs, ça n'a pas beaucoup marché avec le Maroc et le niveau était catastrophique. Pas du Mais tout, ça a ouvert une petite loi, cette fameuse loi où maintenant les joueurs peuvent jouer 1 ou 2 sélections maximum et ensuite aller, pourquoi pas, jouer dans une autre sélection. Donc ça a ouvert des portes bien et mal, parce que malheureusement parfois il y a des travers. C'est la règle du jeu des lois et tout le monde s'amuse à les détourner, les contourner. Mais vraiment, l'objectif des formations africaines, et ça c'est vraiment partout, c'est d'avoir un maximum de joueurs formés au club. Saïd El Abadi, vraiment avec nous, on boit ce que vous êtes en train de nous dire avec ce football africain, l'histoire du football africain aux éditions En Face Cachée. Non, c'est vraiment intéressant. Il est plus folklore, mais il est vraiment pro et dans l'évolution. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai une question. Alors, on va revenir un peu sur ce que disait Alice tout à l'heure. On n'oublie pas la CAN aussi. La CAN, elle est venue aussi pour la CAN quand même. À utiliser la CAN aussi. Je pose juste ma question. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Est-ce qu'en écrivant ton livre, tu t'es pas rendu compte que les joueurs actuels des sélections africaines prenaient moins position qu'à l'époque? Moi, là, je fais référence à un joueur algérien, Mekloufi, qui en 58 quitte Saint-Etienne pour s'engager avec l'équipe du FLN. Il a pris une vraie position. Il est parti clandestinement dans la nuit. Il a quitté le club. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs des sélections africaines, le seul engagement qu'ils aient envers l'Afrique, c'est de se dire, je vais aller dans mon équipe nationale. Par exemple, pour les binationaux. Oui, mais c'est très compliqué. Drogba l'a fait à l'époque aussi. Oui. Enfin, personnellement, j'ai l'impression qu'ils ne prennent plus position sur des choses qui sont très importantes aussi. Oui, mais alors il faut faire attention parce que justement, parfois, on leur demande aussi de ne rien dire.
C'est-à-dire qu'il y a aussi ces prises de position qui peuvent être compliquées. Déjà, comme le dit Alisson, c'est très bien de prendre justement, affirmer j'ai envie de jouer pour mon pays d'origine. Ça déjà c'est une forte position. Après il y a des pays qui font qui prennent justement on va encore prendre l'exemple de la RDC, mais quand ils ont mis la main sur la bouche et sur la tempe lors de la dernière CAN, c'était l'occasion aussi de montrer ce qui se passait dans leur pays. Peut-être que la prise de position politique, elle s'est notamment au Maghreb, en Égypte, etc. Peut-être elle s'est contournée vers les supporters maintenant. Ce sont plus les supporters dans les tribunes qui vont plutôt affirmer leur idéologie, critiquer par exemple le gouvernement, prendre position pour défendre la Palestine, etc., etc. C'est vrai que les joueurs en eux-mêmes peut-être se disent. J'ai peur de dire une bêtise, il y a aussi ça, il y a le côté je suis fouteux, je sais pas trop parler parfois, le fameux cliché, donc j'ai pas envie de dire une bêtise, on sait jamais. Et peut-être qu'aussi le staff technique préfère leur dire faites attention. Mais il y a quand même des joueurs aussi sur les réseaux sociaux de temps en temps, on va prendre Hakim Ziyech, qui a pris position, qui n'est plus en sélection. Est-ce que ça va avec c'est la cause à effet, je sais pas, mais voilà, enfin il y a quand même des joueurs qui le font. Ils sont là. Mais voilà. Ouais. La CAN 2025 au Maroc, Tariq. La CAN 2025 qui arrive à grands pas. On sera en time foot spécial édition. C'est là qu'on va pas être amis. Vas-y, voilà. Justement. Allez, vas-y, Tariq. Saïd, si t'as allé 3 favoris à nous sortir. Il commence, hein. Ouais, il va direct. Il va direct, Tariq. Tariq, il est franco. Allez, 3 favoris et 2 outsiders. Alors, si je dis Maroc, Algérie, RDC, c'est bon, je suis bien. Je crois que tu sors du studio vivant. C'est bon. C'est ça. C'est quoi le jingle pressing, c'est ça. Tu vois, là, c'est le pressing, là, voilà. C'est ça, c'est ça. Favori de outsider, vous fallait. C'est ça. Non, en fait, ce qui est bien avec cette CAN, alors, et évidemment, le Maroc est favori à domicile. Enfin, je peux pas dire le contraire. Et ils devront lutter avec la pression. Et ce serait bête de dire non, ils sont pas favoris. Mais ce qui est bien avec cette CAN, c'est qu'il y aura un niveau de jeu qui va être incroyable. Et franchement, le nombre de favoris, on va les citer, hein. Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire qui est tenante du titre. Oui. RDC, franchement, faut pas les oublier. Sénégal. Et en vrai, j'ai même pas envie de ne pas citer le Nigeria qui a été éliminé, mais qui va arriver avec le couteau entre les dents. L'Égypte qui est éternelle. Se méfier de l'Afrique du Sud. En fait, cette CAN, elle va être incroyable. Le Cameroun, le Cap-Vert. Il y a des belles équipes cette année. Mais en fait, c'est là où on voit l'évolution. Le Cap-Vert n'est pas là. Le Cap-Vert n'est pas qualifié. Du monde, mais. Donc non, je pense qu'on peut se régaler. On peut se régaler. Et le favori ne va pas tout le temps au bout au final. C'est l'équipe qui sera la mieux armée, qui sera la plus apte à gérer la pression et tout, et la compétition qui est longue. Allez, vas-y, Tariq. J'ai une question justement pour le pays hôte qu'est le Maroc. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait être un gros désaveu par rapport à tout ce qui se passe autour? C'est-à-dire que tu gagnes avec les équipes de jeunes, tu te débrouilles très bien avec les féminines, même le foot en salle, le résultat qu'il y a eu au mondial. Mais est-ce que tu penses pas qu'une déconvenue de, en fait, ne pas gagner cette Coupe d'Afrique-là pourrait un peu remettre en question tout ce qui se passe dans le football marocain, les investissements, tout ce qui se passe autour, même tout ce qui se passe médiatiquement, la cote de popularité? Est-ce que tu penses pas que vraiment on peut être pas un tournant, mais ça peut être un gros désaveu par rapport à tous les investissements qui ont été mis en place? Tu peux même rajouter, justement, tu parles des résultats, etc. Mais rien que le fait d'avoir ces nouveaux stades, ces infrastructures, les académies, etc., c'est aussi une pression justement pour eux. Alors remettre tout en cause, non, parce qu'il y a une stratégie qui est mise en place par le gouvernement et le roi qui a amené ça au milieu des années 2000. Ça va être lancé. Ça, il y a la Coupe du Monde 2030 qui va arriver, les investissements, l'envie d'accueillir de grandes compétitions, etc. Non, là où ça peut être un désaveu et une énorme crise entre guillemets, c'est pour le sélectionneur. Le sélectionneur est très attendu. Les joueurs, évidemment, ça, oui, mais le sélectionneur, il a fait sa Coupe du Monde 2022 où Walid Regragui, mais rappelez-vous la dernière CAN. C'était une catastrophe d'être éliminé comme ça, alors qu'on est. Bon, ça va. Mais ils sont repris après le Marocain. Une mauvaise CAN. Allez, pour terminer, une mauvaise CAN peut avoir des répercussions politiques, puisqu'il y a effectivement le mondial 2030 avec le Portugal et l'Espagne et le Maroc, et on sait parfaitement aujourd'hui qu'entre ces 3 pays ça se passe bien, sauf que on n'est pas du tout d'accord sur qui va organiser le début du mondial, mais surtout qui va faire la finale. Donc un désaveu en CAN pourrait amener justement à fragiliser la position politique
vers le mondial 2030, justement du Maroc. Ça reste quand même assez important. Je pense sportivement, ça reste autre chose. Je pense vraiment que là, c'est vraiment s'il y a une élimination précoce du Maroc. Là, c'est Walid Regragui, il sera sur son siège éjectable. Oui. Pour le reste, je pense pas qu'au niveau infrastructure, au niveau développement, il y aura des conséquences. Par contre, oui, pour ce qui est, c'est marrant pour la Coupe du Monde 2030, on ne sait toujours pas. Alors, c'est vrai que c'est Real Madrid ou le fameux nouveau stade. Ouais, il disait Madrid. Moi, bon. Alors, et le nouveau stade si je devais donner mon avis, au Maroc, il est incroyable. Cérémonie d'ouverture au Maroc. Et je pense que la finale ira au Real Madrid. Dans le stade du Real Madrid. Mais je pense que la cérémonie d'ouverture au Maroc, ce serait sympa. Ils sont en train de mijoter un stade. Sachant que la cérémonie c'est comme en Arabie Saoudite. Le Maroc devrait avoir mieux voler dans les 2 ou 3 matchs qui vont se jouer du côté de l'Amérique latine, puisque c'est un mondial très rare. Merci Souela. Si Florentino veut nous laisser la finale, on peut. Merci Alison, merci Tariq, et merci aussi à notre invité qui n'est autre que Saïd Al-Abadi, avec ce magnifique ouvrage à offrir. Voilà. Au pied du sapin, voilà pour les périodes de fête de fin d'année, aux éditions Face Cachée, l'histoire du football africain. Et la CAN y arrive, et on l'espère. On fera un duplex, pourquoi pas, d'ici là, avec notre Saïd du côté du Maroc pour la CAN 2025. Merci infiniment, merci l'équipe, merci Time Sport, et continuez de les écouter parce que franchement ils sont au top. Et bravo à toute l'équipe parce que je me suis régalé. C'est cool, merci Saïd. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, et nous on se donne rendez-vous dès demain à 20h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.